Bonjour, donc je suis très heureux de pouvoir contribuer une nouvelle fois à Politeia. Qui ne vous a pas été dit, c'est que l'information sur le confinement de notre collègue date de jeudi. J'ai donc eu la chance d'avoir 2 jours plus exactement un jour et demi, nous ne comptons pas les nuits, pour me préparer. Donc, d'abord par rapport aux conférences auxquelles vous êtes habitués, vous voudrez bien m'excuser, je serai un peu accroché à mes notes surlignées pour voilà. Donc, la deuxième chose, pour continuer un peu dans le style d'humour qu'aime bien, qui est régulièrement repris à Politeia. Donc ce que j'espère, c'est que, vu les mauvaises idées et pensées que je vais disséminer dans la salle, j'espère que nous ne serons pas tous confinés pour 2 semaines, pour une cure disons, de redressement idéologique. Mais enfin, dans ces cas-là, on est d'accord, on s'en prend aux organisateurs, pas à moi. Voilà, parce que je les ai prévenus. Enfin, et Victor. Bon, alors la première chose, donc, surtout l'actualité, le lien a été fait avec le procès Fillon, mais dans la période très, très récente, il y a eu d'autres grands procès avec des condamnations contre la filiale française de la banque, de la filiale suisse, pardon, de la banque HSBC. Et puis à l'automne, il y aura en principe 2 procès menés à propos des affaires Sarkozy. Et vous n'avez pas échappé à Noël, au pied du sapin, au feuilleton Carlos Ghosn, qui est, je veux dire, bon, j'ai écrit le scénario si vous voulez, donc voilà, je connais bien l'affaire. Voilà. Et la répétition de ce type d'événements montre bien que finalement, ce qu'on pouvait appeler les errements de la politique à l'ancienne, c'est-à-dire à la Pasqua, à la Chirac, à la Carignon, etc., mais aussi les vieilles pratiques économiques spéculatives, Frères Villot, Crédit Lyonnais, Elf, tout ça, on pouvait penser que c'était du passé et que nos nouveaux dirigeants politiques et économiques avaient appris quelque chose de ces événements-là. Or, disons, la continuité de ces pratiques transgressives montre que ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, beaucoup de citoyens, et moi, comme vous, j'imagine, en tant que citoyen, nous sommes chaque fois tiraillés entre disons, l'horreur et le ricanement. Et ce qui nous vient à l'esprit, c'est disons, des paroles de dénonciation, de encore un scandale, le canard enchaîné est là pour en rajouter, enfin voilà. Donc mon but, le but de mes travaux a toujours été de prendre une distance avec, disons, ce point de vue ordinaire, cette sorte de prêt-à-penser dénonciateur que nous avons tous en tête. Et parce que, au fond, la dénonciation des scandales, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose. Ça transforme peu les rapports sociaux, ça introduit peu de nouvelles règles, et que, disons, l'indignation publique n'est pas vraiment, dans ces cas-là, un facteur de changement. Alors mon projet, voilà, ou le projet de ce qu'étaient mes travaux, il faut mieux en parler au passé, était toujours de essayer, dans le sens de ce qui vous a été dit en introduction, de rendre compréhensibles les raisons pour lesquelles de tels comportements se répètent, comment ils peuvent être accomplis, pourquoi ils sont si peu sanctionnés, etc. Et que, on peut dire, pour le dire un peu plus, disons, abstraitement, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de mettre en évidence des facteurs structurels qui expliquent la continuité de ce type de transgression. Pour faire une image, puisqu'il n'est qu'11h15, vous avez certainement entendu parler de l'ancien magistrat financier Éric de Montgolfier. Il a publié un livre quand il a été à la retraite, et il a eu une image qui m'a beaucoup plu. Il dit « Il y a une justice pour les aigles et une autre pour les moineaux ». Et finalement, cette vision dichotomique disons, de la réaction sociale et de
et disons, de l'action judiciaire s'avère assez juste et on peut dire aussi, il y a une autre formule que j'aime bien, cette idée selon laquelle les élites politiques ou économiques, donc quand je dis élite politique et économique, je parle des dirigeants, hein, voilà, on parle de ça, finalement considèrent que le monde, c'est on peut dire une sorte d'immense bateau dans lequel il y a une très grande cale sous surveillance pour le peuple, et puis un pont supérieur avec des parasols pour les plus favorisés. Et voilà, c'est autour de ce thème, disons, que je vais essayer de vous donner des éléments alors un peu plus structurés. Et pour le faire, je vais mettre en évidence 3 caractéristiques qui ne sont pas les seules, mais qui sont des traits spécifiques disons, à la situation des élites dirigeantes, politiques et économiques, et qui, selon moi, expliquent la persistance de ces comportements transgressifs. Donc, trois éléments. Le premier, c'est la revendication permanente des élites en faveur de leur autorégulation. Ça, c'est la première chose. La deuxième caractéristique, c'est leur très grande capacité, toujours renouvelée, à échapper aux mises en cause, à la stigmatisation sociale. Et la troisième, quelque chose qui est, je pense, assez peu visible, vous verrez pourquoi, c'est aussi le fait que, contrairement à ce que l'on pense, depuis le début des années 2000, et ça commence même un peu avant, mais restons sur une période maîtrisable, depuis le début des années 2000, en fait, les réactions judiciaires, c'est-à-dire les procès et les sanctions, sont en réduction sur tous ces contentieux-là, et qu'au fond, donc, on peut dire, la réaction sociale institutionnelle est beaucoup plus faible que ce que l'on peut penser. Alors d'abord sur le premier point, donc la question de la revendication permanente des élites à l'autorégulation. Disons, au nom de leur spécificité, de la spécificité de leur rôle, de leur responsabilité, et aussi des vertus que les élites s'attribuent, elles ont toujours revendiqué un statut d'exception, c'est-à-dire que la plupart du temps, elles n'acceptent pas le fait d'être des prévenus comme les autres, d'être des justiciables de droit commun. Et concrètement, elles sont toujours en train de revendiquer le droit qui leur serait applicable, les juges qui vont statuer sur leur cas, et éventuellement les sanctions qu'elles envisageraient d'accepter. Les différents shows que Carlos Ghosn a livrés dans ses conférences de presse sont, on peut dire, une illustration directe de ce que je viens de dire. Pour concrétiser des choses, je vais séparer sur ce point ce qui concerne les activités politiques puis les activités économiques. Dans le secteur politique, on pourrait prendre énormément d'exemples. Je rappelle juste à titre informatif que, par exemple, il existe une juridiction spéciale pour les ministres qui ont accompli des infractions pendant l'exercice de leur mandat ou de leur responsabilité. Ça existe depuis 1944, c'était la Haute Cour de justice, et depuis 1993, c'est la Cour de justice de la République. Elle a été peu utilisée, à peu près une vingtaine de cas depuis l'origine, mais vous vous en souvenez sans doute aussi bien, par exemple, Laurent Fabius que Christine Lagarde ont été jugés par ce type d'instance. Donc vous voyez, c'est typiquement un exemple d'organisme judiciaire atypique et dans lequel la majorité on peut dire des juges qui tiennent la fonction de juge sont des politiques, donc c'est les politiques qui jugent les politiques. Il y a en général 2 ou 3 magistrats, je crois 3 magistrats, mais la majorité est tenue par les politiques. Mais je vais mettre l'accent sur un autre point qui est peut-être moins rigolo, mais enfin tout à fait significatif, c'est la question du rapport que les politiques ont avec les finances, avec leur budget. Vous vous souvenez d'une sorte de héros, voilà, une sorte de personnage atypique, René Dosière, qui, depuis les années 2000, il était député socialiste, s'est vraiment battu, plus ou moins soutenu par son parti,
pour obtenir des informations sur le budget de l'Élysée et sur son mode de fonctionnement. Mais il a fini par obtenir, disons, gain de cause. Et aujourd'hui, je veux dire, il y a quand même non seulement une certaine transparence sur le fonctionnement financier, budgétaire de l'Élysée et de ses services, mais aussi ça a eu un impact, c'est que tendanciellement, le budget de fonctionnement tend à être réduit. Chaque président de la République met un point d'honneur à dire que, etc. Même si, note de bas de page, s'ils vont chercher des crédits ailleurs, quand par exemple ils rénovent les salons, ils refont les choses, ils achètent des œuvres d'art, ça passe sur le budget de la culture, donc ça ne fait pas partie du budget. Fermons la parenthèse. Mais un autre point, je trouve encore plus intéressant, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. En 2008, la Cour des comptes, qui fait toujours des beaux rapports, il y en a un de cette semaine, on se demande toujours à quoi ça sert, mais quelquefois ça sert à quelque chose. En 2008, pour la première fois, 2008, on est d'accord au XXIe siècle, hein, et on est dans la Ve République, la Cour des comptes a relevé que le budget de l'Assemblée nationale, enfin du Parlement, mais en particulier de l'Assemblée, quand on dit Parlement, c'est Sénat plus Assemblée nationale, donc le budget du Parlement, mais en particulier de l'Assemblée nationale, grandissait de façon exponentielle. Il avait presque doublé en 10 ans, donc depuis le début des années 2000. Et il avait pointé toute une série de dépenses qui lui semblaient excessives, etc. Il y a eu des demandes répétées, avec des promesses faites, mais il a fallu attendre 2013, donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps, pour que finalement le Sénat et l'Assemblée acceptent que la Cour des comptes contrôle leur budget. Hein. Mais rassurez-vous, ce contrôle-là, c'est, pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité, c'est un contrôle formel, c'est-à-dire il vérifie simplement que, en gros, les sommes sont affectées dans les bonnes cases, etc. Mais il ne se prononce pas la plupart du temps sur, disons, l'opportunité et la qualité des dépenses. Mais enfin, là aussi, ça a quand même eu un effet. Mais un effet limité. Là, j'en viens à deux affaires d'actualité qui vont vous permettre de faire le lien. Que ce soit François Fillon ou François de Rugy, l'un et l'autre, en fait, selon moi, ont été victimes des lacunes de cette autorégulation, puisque finalement, l'Assemblée, les parlementaires, ne voulaient avoir de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Alors, donc typiquement, cette question de l'emploi des proches comme assistants parlementaires était une pratique, disons, coutumière, certainement depuis très longtemps, mais enfin, au moins pendant la Ve République. Et je crois que dans sa déclaration liminaire, François Fillon, cette semaine, a dit que selon lui, plus de 20% des députés utilisaient des membres de leur famille comme assistants parlementaires. Donc pour dire que c'est l'ordinaire des choses. Voilà. Ce qui, évidemment, n'est pas mis en valeur dans ce moment-là, c'est que c'est complètement contraire, on peut dire, au professionnalisme du travail politique et de l'activité. Mais ça pose aussi surtout problème quand ces recrutements ne s'accompagnent pas d'une activité effective, donc c'est bien l'enjeu pour la pauvre Pénélope, et surtout se poursuivent sur de très longues années, puisqu'au fond, les enquêtes de police qui ont été menées ont montré que tout ça avait duré au moins plus de 20 ans. Contrairement à ce que M. Fillon annonce et va certainement ses avocats répéter, la jurisprudence est déjà prononcée sur cette question, à savoir que les emplois disons, fictifs, c'est du détournement d'argent public. Alors, je vous passe les controverses juridiques pour savoir si est-ce que l'argent du Parlement est vraiment un argent public. Voilà. Bon, c'est toujours l'autonomie du politique qui veut considérer que ces fonds, ces façons de fonctionner, personne n'a droit d'y jeter un coup d'œil. Comme M. Fillon a dit d'ailleurs aussi dans sa déclaration liminaire qu'il était le seul à pouvoir apprécier le travail de ses assistants. Donc les juges n'ont pas à dire ou les policiers que le travail de Madame Fillon semblait fictif. Donc c'était à lui de... Voilà. Alors,
Ce qui est donc la jurisprudence avait déjà tranché cette question-là, et c'est ça le point sur lequel je voulais mettre l'accent par rapport à l'autorégulation. Il y a eu des condamnations déjà, déjà dans les années 80, dans les années 90, pas énormément. Mais ça n'a attiré l'attention de personne. Il n'y a pas un député qui a dit là, il y a un problème. Il faudrait qu'on pose des règles sur le choix des assistants parlementaires, etc. Certainement, une partie d'entre eux réprouvaient ce type de pratique. Mais vous voyez, c'était la règle de l'omerta. Voilà. Personne ne disait rien et on faisait comme s'il se passait rien, comme si rien disons, d'anormal n'était accompli, jusqu'au moment où il y a eu cette crise particulière. La deuxième chose sur ce point, également, par rapport à l'autorégulation, on peut aussi noter que donc, en 2018, donc après l'élection de M. Macron, donc il y a une loi sur la transparence de la vie politique qui a changé ça. Donc aujourd'hui, il y a une interdiction de recruter ses proches. Il a été proposé à cette occasion que les assistants parlementaires soient engagés par le bureau de l'Assemblée, parce que les assistants sont payés sur le budget de l'Assemblée. Donc, vous voyez, en toute logique, celui qui paie, en général, c'est l'employeur. Ah oui, non, mais pas dans ce cas. Non. Les députés se sont refusés, donc majorité actuelle, se sont refusés à ce que finalement leur propre organisme de gestion, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée, devienne l'employeur. Et par exemple à vérifier les compétences, s'assure de l'effectivité du travail et du niveau des rémunérations. Voilà. Donc malgré tout, vous voyez, ils ont cédé sur quelque chose, mais en même temps, l'idée que c'était à eux de régler ces choses-là, reste quand même une constante. Hein. Même quand on renouvelle les personnels et même quand on entre dans un autre monde. Voilà. L'affaire de Rugy, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Eh bien, on peut dire que, bien évidemment, de Rugy n'a cessé de dire qu'il n'avait transgressé aucune règle, ce qui est vrai. Comme ses prédécesseurs, il a bénéficié, on peut dire, de deux situations facilitantes. La première, c'est le flou sur l'utilisation des budgets d'assemblée et des crédits. Et puis, l'autre part, de la tolérance des pairs, qui aussi finalement sont relativement satisfaits du brouillard qui est entretenu autour de tout ça et des gratifications qu'elle permet, les invitations à l'hôtel de l'AC, les réceptions, tout ce qu'on veut. Donc, vous voyez, c'est pas simplement, disons, une sorte de pratique abusive ou non éthique de François de Rugy. C'est tout ce système politique, enfin, cautionne ça et il participe et il trouve des intérêts. Mais le dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que si c'est des avantages, ça fournit des avantages, le flou. Mais en même temps, dans ces deux cas-là, on voit bien que c'est aussi une source de faiblesse, puisque contrairement à ce que M. Fillon, surtout, et un peu de Rugy, ont évidemment clamé pour leur défense, ils n'ont pas du tout été victimes de cabinets noirs ou de complots menés dans ne sait où. Ça a été des règlements de compte internes à leur parti. Ils ont été l'un et l'autre, enfin, je ne vais pas dire dénoncés, mais leurs activités ont été révélées par des gens qui connaissent la machine de l'intérieur, qui ont donné toutes les informations, voire des photos. Et ça ne peut être, on peut dire, que des insiders, des gens qui appartiennent au système, qui ont fait ça. Donc, on voit bien que ça donne prise à disons, à des situations qui peuvent devenir critiques, puisque finalement, François Fillon a certainement en partie, à cause de tous ces événements, perdu l'élection présidentielle, et de M. de Rugy, qui était quand même le 4e personnage de la République, a aussi perdu sa fonction. Donc ça a quand même un coût. Voilà, c'est épouvantable ce qui m'arrive. Donc, quand même, je finis complètement sur ce point. Si on regarde le secteur économique, s'il allait un petit peu plus vite, alors la revendication de l'autorégulation, elle est encore plus grande.
À part les moments de crise économique, comme la crise de 29 ou la crise de 2008, et puis des contextes, on peut dire, d'internationalisation et de pression de la concurrence internationale, par exemple chinoise, en général, les commerçants, les industriels, etc., ne veulent rien, ne demandent jamais, disons, d'aide ou de contrôle de l'État, hein, sauf dans ces périodes-là. Toutes leurs situations problématiques, ils ont toujours tout fait pour pouvoir les régler en interne. Et on pourrait prendre deux exemples, donc je vais faire un choix. La longue histoire des tribunaux de commerce, d'une part, et d'autre part, la longue histoire des instances d'arbitrage, ce dont je vais parler parce que ça permet de faire un lien avec l'affaire Tapie, témoignent de cette farouche revendication d'autonomie et des résultats qu'ils ont obtenus. Donc, en deux mots sur les tribunaux de commerce, très vieille institution, depuis le XVe siècle, moment très important, au moment de la Révolution française, on peut dire, même si les mots n'existaient pas, les représentants bourgeois, et donc beaucoup de gros commerçants qui avaient été élus, ont obtenu en 1790 que les tribunaux de commerce soient maintenus. Ils ont eu un petit peu de frayeur au moment de la volonté unificatrice de Napoléon Ier, qui n'était pas tout à fait enthousiasmé par ces formes atypiques, mais malgré tout, même Napoléon a cédé, puisque les commerçants ont obtenu que les dispositions juridiques qui concernent leurs activités, les contrats, les conflits, etc., soient consignées dans un code de commerce, 1807, qui est venu après les autres, et que donc les activités du tribunal de commerce continuent. Tout ça au nom de l'efficacité, parce que la République avait besoin de dynamisme économique. Alors je vais vous lire juste un petit bout. J'avais trouvé de très, très jolies choses, mais tant pis pour vous. On pourra peut-être dans les questions pour me faire plaisir en y revenant. Mais il y a lire je me suis régalé à retrouver mes étagères. Donc j'ai un exemplaire du Code de commerce de 1807 et surtout le discours préliminaire, vous voyez, le discours d'intention. Donc en fait, c'est les commerçants qui s'adressent aux commerçants pour leur dire combien ça va être bien mieux d'être régulé par un code de commerce et que là, ils vont être tranquilles et que cette fois, c'est l'État qui cautionne tout ça. Et alors, je trouvais ça tellement charmant. Donc, il y a eu des critiques, tout ça, contre cette... Déjà, ils trouvaient que c'était trop, que ça devenait trop contraignant. Vous voyez, sur les formules des contrats, sur respecter les délais, payer les factures, enfin, des trucs horribles. Donc, pour les rassurer, donc je vous ai, ceux qui y en a qui savent ici que je m'intéresse à la littérature, mais je vous promets que je ne l'ai pas inventé. Malheureusement, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est ça. Donc c'est les commerçants qui s'adressent aux commerçants. Donc le texte dit, très jolie formule, il dit « Est-ce aux voyageurs à se plaindre des réverbères ? Est-ce aux honnêtes commerçants à trouver ces règles trop sévères, à se plaindre d'une surveillance qui est toute dans leurs intérêts et dans leur sûreté ?» Un autre exemple que l'on peut prendre, c'est la question de l'arbitrage. Voilà, donc je vais essayer aussi de synthétiser tout ça. Donc, tribunaux d'arbitrage, je ne sais pas dans quelle mesure vous savez que ça existe. Donc, ce sont des tribunaux d'exception par rapport au droit commun. Ce sont des tribunaux dans lesquels ce sont les parties au contrat, c'est-à-dire pendant longtemps des commerçants et aujourd'hui des entreprises, des grandes entreprises, qui, quand elles passent un accord, au moment de la signature d'un contrat, s'accordent sur comment seront réglés les litiges éventuels. S'il y a un problème, à qui s'adresse-t-on? S'adresse-t-on au tribunal de commerce? Oh ben non, quand même, parce que ça c'est vraiment risqué, parce qu'il y a quand même un peu l'étape, voilà, et puis les juges du tribunal de commerce, on ne les contrôle pas tous, donc quand même le mieux, hein, c'est qu'on puisse choisir quel est le droit qui nous sera applicable. Ce n'est pas forcément celui de l'État, quand il y a deux entreprises avec nationalités différentes, ce n'est pas forcément le droit du pays où le contrat est signé. Les parties s'accordent sur le choix des juges, donc des experts.
Il y a toute une série d'aménagements qui sont prévus. Et tout ça, évidemment, justice totalement, dont l'intérêt principal est d'être totalement discrète. Il y a aucune. Ne cherchez pas de statistiques, même sur Wikipédia, vous n'en trouverez pas. Évidemment, nos éminents juristes français commercialistes ont toujours eu d'autres sujets beaucoup plus intéressants que d'aller étudier ce genre de pratique. Puis, évidemment, faire des enquêtes, c'est assez compliqué, puisqu'on est dans le monde du secret. Hein. Mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est très dominant. Donc je donne deux exemples. Une des affaires Tapie, voilà. Enfin, c'est quand même c'est un feuilleton en soi, j'aurais pu faire. Voilà. Donc, les questions il était en conflit avec le Crédit Lyonnais, etc., depuis très longtemps. Et finalement, sous la période Sarkozy, il a obtenu qu'il y ait un arbitrage qui soit fait entre ses demandes à lui et puis ce que les représentants de l'État, enfin, c'est-à-dire ceux qui gèrent ce qui reste du Crédit Lyonnais, hein, voilà, s'accordent pour savoir qui devait de l'argent à qui, pour dire ça simplement. Ce que cette affaire a montré, c'est que, puisque finalement, donc cet arbitrage a eu lieu, j'ai retrouvé ça, il a eu lieu, c'est ça, donc ça date des années 90, et donc l'arbitrage a eu lieu en 2014, et finalement il y a eu un recours de l'État. Il a finalement été annulé par les tribunaux, en considérant qu'en fait le choix des juges était partial, etc. En passant sur les détails. Donc ce que ça montre bien, c'est que vous voyez, quand c'est des affaires avec des très gros enjeux, vous voyez, on va pas devant les juges habituels. C'est au contraire la procédure d'arbitrage qui a été, et apparemment c'était le problème qu'a eu Madame Lagarde, c'est que certes elle avait autre chose à faire, elle était dans la crise financière, donc c'est en fait les gens autour d'elle qui l'ont poussée à signer un accord contrairement à ce que prétendaient d'autres services, pour qu'il y ait un arbitrage. Voilà, donc l'arbitrage a eu lieu. Il a été favorable à M. Tapie. On lui a donné de l'ordre de, n'entrons pas dans les détails, mais c'est un peu plus de 400 millions d'indemnités. Et tout ça pour que 2 ans après, tout ça soit annulé. Enfin, vous voyez un peu l'opacité de ces affaires et les risques qui sont courus. Et pareil pour l'arbitrage, ce que j'ai dit sur le tribunal de commerce, c'est la même histoire. Donc, ça date du Moyen-Âge, des règlements de conflits, etc. Ça a été reconnu dans le Code de commerce. Pendant tout le 19e, on n'a pas trop utilisé, mais ça a pris beaucoup d'importance en fait, dans le cadre de la mondialisation, et c'est le deuxième exemple, parce que vous avez dû entendre parler des controverses autour du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, et un des points d'accrochage du Parlement européen était que le CETA comportait une clause d'arbitrage au cas où il y aurait eu des problèmes, un litige entre une entreprise et un des deux États. Et donc, on prévoyait donc une procédure d'arbitrage au sens classique du terme, comme je vous en ai parlé. Et finalement, il y a eu une sorte de compromis. Donc ils ont inventé quelque chose donc on verra bien. Donc il y a plus ça a été accepté parce qu'il n'y a plus d'arbitrage, mais enfin on a créé une cour publique internationale sur l'investissement. Si vous serez gentil, vous ne me demanderez pas ce que ça veut dire et à quoi ça va servir. Mais enfin, voilà, ça a remplacé l'arbitrage. Donc voilà, c'est pour ce premier point. Donc vous voyez que cette revendication d'autonomie et surtout le fait que aussi bien les acteurs économiques que les acteurs politiques parviennent très régulièrement à obtenir le maintien de ces pratiques d'autorégulation et même, dans certains cas, leur renforcement. Le deuxième grand point qui me semble significatif, on peut dire, du pouvoir des élites, c'est la question de leur capacité de résister à la stigmatisation, à l'accusation. Donc normalement, c'est notre éminent animateur qui devrait traiter ce point, parce qu'on est dans l'ordre de la rhétorique. Hein, on est vraiment sur la capacité à argumenter. Voilà.
enfin bon, peu importe, j'ai beaucoup suivi les affaires autour de l'ex-président Chirac, qui a été, sur ce plan-là, un roi de l'évitement. À un moment donné, il était impliqué dans une vingtaine de procédures. Au bout du compte, il n'a été condamné que dans une, l'affaire dans laquelle Alain Juppé avait déjà été condamné, ainsi que M. Roussin, mais il ne s'est jamais présenté devant les juges, de telle sorte qu'on n'a pas le temps là de faire un petit sondage, mais souvent, même avec mes amis, qui sont censés pourtant me lire attentivement, mais ce n'est pas toujours le cas, je leur demande, mais au fait, Chirac, est-ce qu'il a déjà été condamné ou pas? Je dis, oh ben non, évidemment non. Non, mais il a eu des ennuis. Enfin, bon, il n'a pas été condamné. Enfin, vous voyez, donc il l'a été. 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour un ancien président de la République, quelque chose de considérable. Mais en fait, comme il n'est jamais allé au tribunal, malgré tout ce qu'il disait. Il dit, moi, je veux rendre compte aux Français, je vais leur dire la vérité, que j'ai jamais abusé de cet argent. Et donc, si vous vous souvenez, c'était l'utilisation des fonds de la ville de Paris pour payer les permanents du RPR, pour faire vite. Et plus ou moins ses campagnes. Bon, donc voilà, alors une expression a été forgée à ce moment-là. J'en ai parlé de Chirac ou l'effet Téflon. Vous voyez, le téflon. Alors c'est très méchant, tout ça que le produit. Enfin, c'est très efficace. Ça n'accroche pas même à haute température. Donc voilà. Et on peut dire que M. Balkany est aussi un adepte de cette rhétorique-là. Enfin, du moins, vous voyez ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est sûr. On peut penser que s'il avait pu être candidat au municipal, il y avait de très fortes chances pour qu'il soit réélu, tellement il a entretenu une forme de confiance et de service aussi, bien évidemment. Alors, les choix s'imposent. Ce que je voudrais simplement en relever, c'est les principales techniques, je dirais, de neutralisation des accusations utilisées par les acteurs politiques et les acteurs économiques. Et la première de ces techniques, c'est la banalisation. C'est-à-dire, on ne veut pas entendre parler de qualification pénale ou de transgression d'une règle. On va dire, mais non, mais la vie politique, ça se passe comme ça. Tout le monde fait ça. Enfin, où est le problème? Donc, longue est la liste évidemment des éléments qui sont donnés à l'appui de ce type de thèse. Mais par exemple, réfléchissons 5 minutes au clientélisme. M. Balkany était quand même un des champions. Donc, si vous voulez, la version positive, c'est qu'il se présentait, il dit, notre rôle d'élu, c'est d'être des assistantes sociales et de servir d'intermédiaire avec l'administration. Voilà. Et donc, avec ça, on entretient des clientèles. Bon, c'est pas simplement distribuant des logements, payant des vacances, tout ça. C'est beaucoup ce genre de services-là qui sont demandés. Et pas ouvrir ce chapitre-là, qu'on avait déjà traité ici, c'est qu'aussi, il faut voir, les citoyens sont co-responsables de ces situations. C'est que les élus reçoivent énormément de demandes. On s'étonne toujours pourquoi la femme du président de la République a un grand secrétariat, etc. Mais d'abord, elle gère du courrier. Et elle gère des demandes d'intervention considérables sur tous les sujets. Et il n'y a pas d'appel d'ordre, il n'y a pas écrit ici on rend des services. Donc, vous voyez, il y a toute cette question. Et donc là, ce type de relation qui crée de l'inégalité avec les citoyens, entre les citoyens. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, dans cette salle, peut-être pas tout le monde, mais qui n'ont jamais rien demandé à un acteur politique. Ils n'ont jamais demandé une remise, un passe-droit, mais il y en a qui le font. Et donc, les politiques vous disent, écoutez, voilà, moi je réponds à la demande, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. On peut prendre un exemple de même type en matière économique, sur l'abus de biens sociaux. Les dirigeants, très facilement, M. Carlos Ghosn en particulier, mais il n'est pas le premier, considèrent que finalement, les biens de l'entreprise, ses finances, ils en ont quand même, pour une partie, une libre disposition. Et que finalement,
c'est légitime, parce qu'ils sont tellement investis, c'est toute leur vie, vous savez. Ils n'ont plus de vie de famille, ils passent leur temps en avion, c'est horrible, une vie effrayante. La responsabilité juridique et financière pèse sur leurs épaules. Donc, en plus de leur rétribution, qui ici, je suis un peu informé, semble assez correcte, enfin, c'est plusieurs fois le SMIC, disons, voilà, il y a quand même toujours besoin d'un peu plus. Et que c'est même sans fin. Vous voyez, on est au bord de, ou d'autres, de la cupidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Puisqu'ils sont tellement investis sans fin, on leur doit éternellement. Voyez. Alors les conséquences pour l'entreprise, les salariés, tout ça, c'est une toute autre affaire. Ça n'a rien à voir avec la force de leur engagement. Voilà, donc je passe sur... qu'est-ce que je peux dire ? Je vais dire ça quand même, parce que ça concerne M. Fillon. Entre autres. Voilà. Une autre forme de banalisation, c'est, si vous voulez, alors mettre en cause cette fois une règle de droit. C'est-à-dire dire non mais la règle là, ça va pas du tout. La règle est injuste. Voilà. Ou bien il n'y a pas de règle. Ou bien ma situation ne correspond pas à ce que prévoit la règle. Alors on peut prendre donc il y en a, c'est un argument récurrent. Mais vous voyez des situations qui sont où on voit bien, c'est toutes les questions de pression, les groupes de pression à l'Assemblée, les liens d'intérêt. Le dernier mandat de M. Fillon, c'était un des parlementaires les plus absentéistes. C'est à peu près 0 proposition, 0 intervention, parce qu'évidemment, il gérait déjà son cabinet conseil. Donc sur les conflits d'intérêts. Donc conflit d'intérêts, c'est l'utilisation, on peut dire, de positions publiques ou privées de responsabilité collective pour servir des intérêts particuliers. La loi de 2018 a finalement prévu de limiter les cumuls d'activités. Il y a toute une liste de professions ou d'activités, voilà, qui peuvent être accomplies par les parlementaires et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Ce qui est, j'ai trouvé tout à fait significatif de leur position, c'est qu'on a posé voilà, ils sont déjà accordés on peut dire, sur ces 2 listes, mais il y a 2 choses qui ont été demandées et qui n'ont pas été retenues. Un, c'est que rien n'est dit sur le temps qui doit être consacré à l'activité complémentaire. Pour ceux qui, je sais pas, qui travaillent dans la fonction publique, les cumuls d'activités, par exemple, d'abord ça se déclare, et puis il y a un seuil maximum en heures, voilà. Et deuxièmement, rien n'est prévu non plus sur les montants sur une année, par exemple, qu'est-ce que ça doit représenter par rapport à la rémunération de députés. Vous voyez, il y a une sorte d'ellipse en disant, finalement, tout ça, c'est quand même bien que les parlementaires aient une ouverture sur la société, qu'ils connaissent le monde, les responsables. Ça les éclaire en tant que législateurs. Alors, même s'ils ne siègent pas, mais dans leur tête. Enfin, voilà. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Je passe... voilà. Pour finir avec c'est un peu une sorte de synthèse sur cette capacité à euphémiser, minimiser les accusations, et aussi, donc, le troisième élément, c'est retourner l'accusation, porter finalement l'accusation contre ceux qui accusent. Monsieur Carlos Ghosn est vraiment un champion. Enfin, j'étais impressionné. Je pensais qu'il quand même, les communicants ont très très bien fait l'affaire, puisque finalement les Français se sont tout d'un coup révélés extrêmement compétents pour apprécier la qualité du système judiciaire japonais. Vous savez, ils sont jaunes, ils sont bridés, ils ne sont pas tout à fait des gens développés comme nous. Ils sont un peu archaïques, oui, c'est très méchant, voilà. Et que donc, de son côté, lui, il a, avec beaucoup d'assurance, prétendu que tout ce qu'il avait fait, c'était dans l'intérêt du consortium, bien évidemment Renault-Nissan, que les conseils d'administration avaient tout avalisé, et que surtout, il était victime de l'archaïsme de la justice japonaise et de l'acharnement des médias de ce pays contre lui. Et donc, ce retournement de l'accusation, on verra bien comment ça se passe au procès Fillon, mais on verra pas
jusqu'où il ira, on peut dire, dans aussi le retournement de l'accusation, parce qu'à un moment donné, ça ne pourra que sortir sur, au fond, qui a mis ça sur la place publique. Donc ses amis politiques. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, et puis aussi dans le grand variant que j'aimais bien aussi, qui ressemble quand même, Tapi a été un type formidable dans tous ses nombreux procès. Vous savez, il jouait très facilement, vous savez, le bad guy, quoi, le mauvais gars, un peu voyou, tout ça, là, on adore ça, quoi, c'est super. Oh, la grande gueule, il envoie péter les juges, la justice, tout ça, c'est un rigolard, hein, tout ça. Oui, oui, il est très très bon, hein, très très bon. Et donc c'est la faute de tout le monde, hein, voilà. Donc bon. Très bien. Alors, j'arrive, j'avance, hein, malgré tout. Troisième élément, sur qui renforce donc la revendication d'autorégulation, qui complète la résistance au stigmate et à l'accusation, c'est le fait que, et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez peu connu, enfin qui avait été, on peut dire, peu objectivé, mesuré, c'est le fait que les sanctions judiciaires sont beaucoup moins fortes que ce que l'on peut penser. Et d'ailleurs, pourtant je suis ça depuis longtemps, moi-même, vous voyez, mon préjugé, on en a tous, j'étais persuadé que depuis les années 2000, parce qu'on en parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus visible dans les médias, qu'il y a eu toute une série de grands procès, etc. L'opinion publique est beaucoup plus sensible. Voilà, vous vous êtes levé ce matin à, je sais pas quoi, à 8h ou à 9h pour être à l'heure, pour entendre parler des méchants politiques, tout ça. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui a de la réception. Et donc, j'étais persuadé que dans ce contexte-là, le système judiciaire a évolué. Et voilà, il faut déchanter. Alors, je ne vous dis que l'essentiel. Donc, en gros, c'est il faut pas un arbre ne peut pas cacher la forêt. Monsieur Balkany a été condamné à 2 peines d'emprisonnement ferme, 4 ans et 5 ans. La grande banque suisse UBS, en février dernier, a été condamnée à payer pour complicité de fraude fiscale, 4,5 milliards d'euros. Donc on se dit, waouh, gros bâton. C'est l'exception qui confirme la règle. Parce que vous voyez, ces affaires-là sont médiatisées et on croit que tout est à l'image de ces sanctions-là. Alors quand on regarde un peu plus près, c'est notre métier. D'abord, effectivement, le préjugé que j'avais, que peut-être vous partagez, sur la visibilité. En effet, on regarde, il y a aujourd'hui un système informatique, voilà, une base de données européenne, mais dans laquelle on peut retrouver sont enregistrés tous les articles publiés tous les jours dans les quotidiens nationaux et régionaux. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que, vous voyez, depuis les années 2000, entre 2000 et 2018, il y a eu une augmentation de plus de 56% du nombre d'articles consacrés à ces questions de délinquance économique, financière et de probité publique. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, et aussi, si on peut dire, sur la culture générale du pays, c'est que l'augmentation est sensible dans la presse régionale, qui non seulement rend compte d'affaires locales, ce qu'elle faisait plus ou moins avant, mais qui en rend compte mieux, mais surtout relaie aussi toutes les affaires nationales. Donc, si vous voulez, il y a un effet d'amplification qui est très grand. Donc, notre préjugé, disons, est quand même confirmé par ça. Ça ne nous vient pas de... Voilà. Mais le choc est d'autant plus, disons, fort quand on compare avec l'évolution des condamnations pénales. Alors, en France, quand on parle de condamnation pénale, c'est je ne veux pas dire restrictive, mais enfin, c'est d'abord des condamnations définitives et des condamnations qui sont inscrites au casier judiciaire. Donc c'est quand même une petite partie. Il y a les condamnations, il y en a qui sont, les non définitives, c'est une chose, mais il y en a pour lesquelles il n'y a pas d'inscription, mais enfin c'est plutôt pour les contraventions. Enfin je dis ça, voilà, pour dire que c'est quand même une donnée quand même assez évidemment précise, mais serrée. Or, qu'est-ce que l'on observe? C'est que depuis les années 2000,
les contentieux, ce dont je parle, donc économiques, financiers, probité, etc., sont en diminution. Ils ne représentaient pas grand-chose en 2000, pardon. Ils représentaient 4% et demi des condamnations pénales. Alors, quand on dit condamnations pénales, c'est les condamnations dont on a enlevé tout le secteur routier. Hein, donc, c'est quand même considérable. On veut dire le secteur routier représente plus du tiers des condamnations. En fait, donc c'est hors secteur routier. Hein. Donc 4,5% de tout le reste des condamnations, et ça a décru de 1 point, on est passé de 4,6 à 3,7, etc. Et la tendance va dans ce sens-là. Hein. J'ai donné les extrémités, mais il y a une descente générale. Et l'autre, surprise, enfin d'abord, sur ça, c'est pas vrai pour tous les contentieux, mais c'est vrai en particulier pour des contentieux que vous et peut-être, enfin moi, pardon, que moi et peut-être vous considérez comme significatifs. Par exemple, la fraude fiscale. On dit, la fraude fiscale, alors c'est fini, tout ça. Ah ben non, les condamnations diminuent. Il y en avait 830 en 2000, il y en a 518 en 2006. Si on regarde les atteintes à la probité, corruption, etc., il y en avait 311 en 2010, il y en a 249 en 2006. Vous voyez, enfin, voilà. Les abus de biens sociaux sur les sociétés, 557, 460. Donc, c'est sur tous les contentieux que l'on voit ça. Et la deuxième chose qui est étonnante, enfin, moi, c'est toujours, ça me rassure, je suis un vieux monsieur, mais je suis régulièrement surpris et étonné. Je me suis dit non. Donc, je recalcule 4 fois, je m'adresse à des experts en statistiques pour être sûr de ne pas avoir m'être planté. C'est aussi, en même temps, en parallèle, la diminution des peines. Parce qu'on pourrait dire, écoutez, monsieur Lascoum, c'est normal, la justice s'intéresse de plus en plus aux affaires importantes, voilà, donc il y a moins de condamnations, mais sur chaque condamnation, ça tape plus dur. Donc ça va avoir un effet social, un effet symbolique. Malheureusement, non. C'est que la diminution des condamnations s'accompagne d'une diminution des peines. Et dans certains secteurs, elle est très importante. Donc, je vous passe les détails, mais je vous donne simplement, par exemple, en matière d'exception, c'est en matière fiscale, hein, sur les condamnations à l'emprisonnement, je vous ai donné donc 698, oui, 450, pas l'emprisonnement, les condamnations, mais dedans les amendes, c'est important, on est passé de 9 700 à 14 000. Donc là, il y a une nette progression. Mais dans tous les autres domaines, par exemple, corruption, atteinte à la probité, etc., la baisse des amendes est considérable. On est passé de 20 000 à peu près, en moyenne, à moins de 10 000. Voilà, donc voilà, je passe un peu sur les détails, mais ça vous donne l'idée. Et donc je vais me faire gronder, je vais avoir 5 minutes de retard, mais j'y suis presque. Pour terminer avec ce point-là, quelque chose qui est alors encore moins visible que la diminution des condamnations et des peines, c'est le fait qu'au sein de l'appareil judiciaire et juridique, on a créé et on crée de plus en plus, disons dans tous les pays d'économie néolibérale, de nouvelles procédures qui permettent en gros des transactions entre la justice, les procureurs et les très grandes entreprises. Il y a une très jolie expression, disons anglo-saxonne, qui dit too big to jail, c'est-à-dire trop gros pour être condamné à la prison, hein, ou pour être condamné. Parce qu'avant la crise de 2008, on disait too big to fail, c'est-à-dire il ne faut pas que toutes les banques s'écroulent en même temps, sinon il n'y a plus de système économique. Et donc c'est une sorte de continuité de ce too big to fail en too big to jail. Alors en France, la loi Sapin 2 2016 a introduit une procédure qui s'appelle convention judiciaire d'intérêt public, qui permet au procureur de proposer à une personne morale, donc une entreprise, pour des faits importants, donc c'est ceux dont on parle là, c'est-à-dire corruption, grande fraude fiscale, abus de biens sociaux, etc., tromperie du marché, de conclure une convention qui va éteindre les poursuites
Et ce qui a, enfin, parmi les traits originaux, je vais à l'essentiel, c'est que d'une part, cet accord se fait sans qu'il y ait de reconnaissance de culpabilité. C'est-à-dire, l'accord se fait sur le fait qu'il y a des faits qui montrent que, donc des choses qui sont incontestables, mais on ne désigne jamais de responsable. On ne dit pas, il y avait l'intention de frauder, il y avait l'intention de tromper le marché. Il y a pas, toute cette question est laissée de côté, ça fait du chagrin. Et deuxième chose, les termes de la négociation sont évidemment inconnus. On ne sait pas quel est le marché qui a été conclu. Par exemple, dans l'affaire Enron, il y a quand même, aux États-Unis, on a accès à davantage de choses. On a montré que Enron, ça s'est terminé par une condamnation. Mais il y a un travail très intéressant qui montre l'instruction, ce qu'on appelle en France l'instruction, a duré à peu près 5 ans. Et pendant 5 ans, les avocats et les procureurs n'ont cessé d'échanger, de faire des accords, en disant, voilà, alors, si je reconnais ça, je reconnais que tel fait est exact, alors, qu'est-ce que vous retirez comme accusation ? Donc, si vous voulez, on est parti, l'affaire Enron, une énorme faillite, voilà, et on s'est retrouvé avec un petit dossier sur lequel le dirigeant a été très fortement condamné. Mais vous voyez déjà sur le processus, quoi. Donc, c'est une justice qui cherche à être efficace. Ça évite évidemment tous les multiples recours par les avocats, les appels, etc. Il y a l'idée aussi que, alors un peu, disons, idéaliste, que ces accords peuvent contenir ce que les anglo-saxons appellent du suivi, du monitoring. Donc, ils prennent des engagements pour mieux former leur personnel, transformer leur système comptable, voyez, devenir plus transparent, plus machin comme ça. Voilà, donc des obligations qui, dans le livre américain, on indique que, en fait, il n'y a que dans 25% des cas des dossiers qui ont été étudiés, où en fait ces obligations de transformation des activités, des pratiques ont été observées. Et puis l'autre point qui est aussi tout à fait intéressant et significatif, c'est qu'aussi ces accords ont on peut dire une visée financière. Les sommes qui sont payées, vous voyez, c'est un peu comme dans l'arbitrage. Les sommes qui sont payées par l'entreprise qui est au début poursuivie, avec laquelle il va y avoir un accord, sont considérables. Pour vous donner une idée, la banque suisse, enfin la filiale suisse de HSBC dont je parlais tout à l'heure, elle a payé 300 millions d'euros dans cette transaction. La BNP a payé 250 millions d'euros. Airbus a payé 2 milliards d'euros pour la sanction de ces pratiques, disons, de corruption d'agents étrangers pour obtenir des marchés, etc. Donc il y a aussi cette dimension financière qui finalement joue beaucoup, parce que finalement les entreprises préfèrent payer ça à un moment donné, c'est une dette qui peut être réglée, on fait un emprunt, etc., que de prendre le risque de s'engager dans un procès sans fin, où l'image de l'entreprise est atteinte, où le coût des avocats peut devenir absolument exponentiel. Donc je vais peut-être terminer par cette blague, parce que à la limite, c'est dans l'ordre de la blague. Dans une des interviews que Carlos Ghosn a données à une des chaînes de télévision françaises, à la fin, la journaliste, quand même, je trouvais qu'elle était assez bien. Elle avait préparé son affaire, elle avait des fiches comme moi. Et alors elle lui dit, à la toute fin, elle lui dit, donc voilà, monsieur Carlos Ghosn, donc voilà, donc vous n'avez rien fait de mal, tout était légal, les conseils d'administration ont tout voté, tout ça c'était dans l'intérêt de l'entreprise, mais quand même vous venez de payer 100 millions de dollars aux États-Unis pour une procédure de ce type, pour qu'il y ait un accord. Alors, merveilleux. Oh, mais ma pauvre dame, s'il y avait eu un procès aux États-Unis, vous savez, c'est terrible, hein, ça aurait pris des années, et le coût des avocats, ah là là, alors vous comprenez, j'ai préféré payer 100 millions tout de suite, que ce soit réglé, plutôt que de me trouver dans des choses qui n'en finissent pas, 300, 400 millions. Vous voyez le niveau de... Bon. Voilà, c'est formidable, il se passe toujours des choses formidables. Conclusion. Conclusion. Je vais dire, j'ai retenu. Donc,
ce que j'ai essayé en fait de vous montrer, si vous voulez, c'est que la combinaison de ces trois dynamiques, l'autorégulation, la résistance à l'accusation, et puis le fait que les instances de contrôle, les instances judiciaires, disons, agissent de façon, on peut dire de plus en plus, de moins en moins répressive, voilà, hein, ne font que, si vous voulez, qu'entretenir ces situations où les élites peuvent considérer que les comportements transgressifs qu'ils ont ne sont pas des atteintes au bien commun, ne sont pas des troubles à l'ordre public, politique et économique. Hein, puisque finalement, tout ça s'arrange. Voilà, hein, et qu'il y a toujours de bonnes excuses. On peut donc, dans ce sens-là, si vous voulez, considérer que c'est certainement une des raisons pour lesquelles, pour beaucoup de citoyens, il y a toujours une sorte de doute, mais c'était un classique, hein, depuis le début le premier qui a inventé cette notion de white collar crime, hein, Sutherland, en 1945, il a été accusé par ses collègues de s'intéresser à de faux objets. On disait, mais non, mais là, pourquoi vous parlez de criminalité en col blanc? Mais ce n'est pas de la délinquance. Hein. C'est des activités nécessaires, obligées, etc. Ça n'a rien à voir avec le vol, les assassinats, le trafic de drogue et tout ça. C'est autre chose. Voilà, il faut le penser autrement. Donc, et je pense qu'il y a culturellement dans notre esprit, pour beaucoup de gens encore, le doute sur le fait, mais s'agit-il d'une vraie atteinte au contrat social? S'agit-il de comportements qui, au fond, troublent l'ordre public autant que le racket ou les cambriolages? Voilà. Merci de votre attention.